bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce jeudi soir. Je suis particulièrement heureux de recevoir à la librairie 47 de Galore Julia Deck, une autrice dont je crois que j'ai lu tous les romans, que je suis depuis Viviane Elisabeth Fauville, premier roman qui est apparu aux éditions de Minuit en 2012, l'histoire de cette femme qui tue son psychanalyste. Et c'est toujours un plaisir comme ça, très enfantin aussi, un bonheur de lecture quand on vous lit dans la manière dont vous avez de vous saisir des genres, d'entremêler aussi des univers différents. Et à chaque roman, on a une façon différente de raconter une histoire. Et on retrouve ce plaisir-là avec ce dernier roman, le 5e monument national, avec cette gloire nationale, ce Serge Langlois, qui nous fait penser aussi par son nom, parce que les noms chez vous ont leur importance, à ce grand directeur de la Cinémathèque qui était Henri Langlois. On a aussi, lecteurs et lectrices, chacun un peu notre idée sur qui pourrait être cet acteur qui est une gloire nationale, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo. Mais je pense que ce qui est bien, c'est que le lecteur chez vous aussi a toujours une part assez active. Et dans ce roman, qui est une sorte de comédie comme ça, sociale, où on voit apparaître d'ailleurs à un moment donné avec certains plaisirs les époux Macron sous fond aussi de gilets jaunes. On a deux univers sociaux, deux types d'habitation aussi qui s'affrontent. Un beau château d'un côté où habite Serge Langlois avec sa deuxième femme et ses enfants, et un autre personnage qui s'appelle Sandrine qui travaille au U, pas au Super U, mais au U. Et alors, je le disais aussi par rapport à ces 5 romans, ce qui me frappe, c'est votre plaisir que vous avez à écrire et relié au fait qu'on a l'impression que vous endossez aussi un certain nombre de rôles. Vous êtes autant autrice qu'actrice, peut-être qu'espionne, architecte, psychanalyste, cinéaste. Est-ce qu'il y a déjà dans le fait d'être romancière le plaisir d'endosser comme ça différents rôles et d'aller vers aussi des chemins qui sont toujours aussi un peu des chemins de traverse, un peu comme une actrice qui jouerait à chaque fois un rôle différent? Bonsoir. Ça marche? Ça marche. C'est marrant. Bonsoir. C'est vrai qu'il y a peu de métiers, peu d'activités qui permettent de ne pas choisir finalement. Je me suis posé très jeune la question de la vie professionnelle et je continue de me la poser parce que je ne fais pas que écrire et je ne souhaite pas faire que écrire. Mais ça reste la ligne dominante parce que sinon je me dis mais c'est terrible, il faut choisir, c'est-à-dire il faut exercer un métier, un moyen de ne pas grandir et de continuer à être un enfant, une enfant qui peut changer de... Oui, qui peut... Quand le jeu est fini, on passe à un autre. Et on a fini d'incarner tel personnage, on peut incarner tel autre. Et je prends toujours un plaisir intense à... J'ai un peu l'impression de me déguiser pour devenir tel ou tel personnage principal ou secondaire, quelle que soit sa position dans la société, son genre, son âge. Même si c'est un personnage très secondaire, je trouve qu'il faut vraiment se mettre à sa place dans la scène où il intervient. Et ça, c'est toujours un grand plaisir, y compris pour les personnages qui ont le mauvais rôle d'ailleurs. Je parlais notamment d'actrice, mais aussi d'espionne. Dans votre 3e roman, Sigma, on avait cette figure de l'espion et à travers aussi votre art du travestissement de l'espionne. Le roman s'ouvrait avec une citation de John le Carré. On va entendre justement la voix de John le Carré nous parler de ce rapport entre aussi l'écriture et l'art d'être espion. Une question par rapport à cet extrait d'interview de John le Carré. Est-ce que vous pensez que vous auriez fait une bonne espionne? Peut-être, j'espère. Mais par rapport à la première question, comment est-ce qu'on se met à la place d'un personnage? C'est en utilisant ce qu'on a observé dans la vie de tous les jours, ce qu'on a retenu de scènes privées, de scènes
scène publique, de l'actualité, enfin c'est tout dans le regard. Et peut-être John le Carré, il aurait même fait un très bon espion. Le problème qu'il soulève, c'est que en fait, c'est très très ennuyeux et c'est terriblement bureaucratique. Enfin, on a l'impression d'espion, c'est James Bond, mais en fait non. Je connaissais pas du tout cet extrait qui est super bien, qui est penché sur l'écriture. Mais j'avais lu d'autres textes où il raconte, c'est quand il est recruté par les services d'intelligence britanniques. Et en fait, il faut écouter des conversations à n'en plus finir qui parlent de rien du tout. Et voilà, enfin, c'est terriblement ennuyeux. Donc, malheureusement, c'est peut-être une de ces activités qui sont plus crédibles dans la fiction que dans la réalité, parce que dans la réalité, c'est très morne, visiblement. Et par rapport à ce qu'il dit à la fin de l'interview sur l'art du romancier comme l'idée de rendre les choses crédibles, est-ce qu'il y a aussi toujours cette ambition chez vous, sachant que vous inscrivez aussi dans un genre, et dans le dernier, dans le Monument National, on a cette idée de la comédie sociale aussi, avec une analyse sur la société contemporaine telle qu'elle va. Est-ce que vous avez aussi l'importance aussi du sens du détail? Est-ce que c'est important dans cet art de rendre les choses crédibles, de s'attacher aussi à des détails? Le détail, il est essentiel. Hein. Donc, le roman, il n'est pas fondé sur des grandes idées, même s'il peut y avoir des grandes idées dans le roman. Enfin, je pense à des romans qui font beaucoup intervenir la théorie, comme La Montagne Magique de Thomas Mann, qui est un livre que j'adore. Mais fondamentalement, le roman, il repose sur l'illusion de réalité. Et comment est-ce que vous allez faire croire à vos personnages? C'est peut-être c'est en sélectionnant des éléments du réel qui vont faire sens par rapport à ce personnage, par rapport au décor, par rapport à la situation où il évolue. D'ailleurs, je crois beaucoup plus à la description des personnages à travers des objets quotidiens ou toutes sortes de choses auxquelles le lecteur va pouvoir s'identifier qu'à travers des grandes généralités sur son caractère, ou même sur la description physique. Ça, c'est étonnant. La description physique, on en revient finalement dans le roman contemporain. Il y a assez peu de descriptions physiques comme il y avait dans Balzac, des pages et des pages sur le visage d'un personnage, un peu comme si c'était une statue. Maintenant, j'ai l'impression qu'on fait plus on circonvient le personnage par ses attitudes, ses relations sociales. Et oui, donc c'est des observations qui relèvent peut-être plus de la sociologie que de l'ethnographie finalement. C'est vrai que cette importance du détail aussi et des objets, elle passe par les lieux qui sont extrêmement importants chez vous. Et dès le premier roman dans Viviane, Elisabeth Fauville, elle se caractérisait tant pas par son apparence aussi physique, alors que sociale, mais surtout par sa manière de se déplacer dans Paris. Et là, il y a une sorte de topographie extrêmement importante, quasiment mentale, que vous avez essayé de rendre dès le premier roman qu'est Viviane Elisabeth Fauville. Comment vous travaillez justement les lieux, et est-ce que vous aimez bien aussi naviguer entre des lieux ouverts et ce que vous avez fait aussi plus avec propriété privée, et là, des lieux qui sont plus fermés? Ça, c'est pas du tout un travail réfléchi. Enfin, c'est pas un projet qui est réfléchi, mais c'est vrai que dans chaque livre, les lieux sont différents et les lieux sont hyper importants parce qu'ils agissent en miroir du personnage. Et en effet, ça peut être des lieux. Bon, alors il y a le dédale parisien dans le premier livre. Le deuxième, j'avais justement voulu faire quelque chose de complètement opposé parce qu'il y a quelque chose de très enfermant dans ces rues parisiennes très étroites, très polluées, très bruyantes. Donc j'avais choisi de situer le deuxième livre qui s'appelle Le Triomphe d'hiver dans des décors portuaires, par essence des décors ouverts sur la mer, sur l'horizon. Et après peut-être j'ai resserré sur l'habitat, les différents habitats, mais c'est encore les lieux. Il me semble que les lieux nous définissent tout autant que on contribue à définir les lieux dans lesquels on vit. Enfin, c'est une banalité de dire qu'on ne grandit pas de la même façon à la campagne, à la très grande ville, en banlieue, ou selon qu'on a beaucoup d'espace, ou qu'il faut partager l'espace avec beaucoup de monde. Mais finalement, c'est tellement un lieu commun, je trouve qu'on n'y fait plus tellement attention. On dit ah oui, c'est une généralité et
assez attention au fait que la même personne, vous la transplantez dans différents décors, mais son caractère, sa manière de percevoir les choses évolue considérablement. Et enfin, moi je sais que j'ai une hypersensibilité au lieu. Là par exemple, je découvre Mulhouse, je ne suis jamais venue ici. Et c'est étrange, mais j'ai ressenti assez vite, alors peut-être c'est le temps aussi, mais il y a curieusement, il peut y avoir des sentiments de familiarité dans des endroits qu'on ne connaît pas. Alors peut-être parce que ça fait écho à des lieux qu'on connaît, ou voilà, il y a une espèce d'ambiance qu'on perçoit très vite. Et ça, oui, ça marche pas partout. Mais je me rends compte que mon état mental, il est hyper tributaire du lieu où je me trouve. Voilà. Et dans la manière aussi dont vous abordez les lieux, il y a un type de lieu que vous abordez depuis l'avant-dernier roman Propriété privée, qu'on retrouve en partie dans le Monument national, dans cette dichotomie qu'il y a entre justement la banlieue, une banlieue bourgeoise, et une banlieue plus sociale ou plus populaire. Et vous aviez indiqué dans une interview que vous étonniez qu'on avait une seule vision de la banlieue, qu'on la voyait comme une sorte d'environnement un peu plat. Avant de vous poser ma question, on va entendre l'extrait d'interview de Patrick Bouchin, qui est un urbaniste, et qui indique qu'on considère souvent que la banlieue n'a pas d'histoire, alors qu'elle justement elle en a un, et il prend l'exemple de Saint-Denis. Comment vous, en tant que romancière, la banlieue c'est aussi un lieu d'exploration romanesque extrêmement stimulant, sachant qu'il charrie aussi tout un univers aussi cinématographique, voire sériel aussi. Il y a tout un univers des séries comme Desperate Housewives qui a utilisé aussi la banlieue comme une sorte de lieu aussi où il y a beaucoup de choses qui se passent et en même temps où beaucoup de choses sont cachées. Oui, j'ai mis du temps à me rendre compte du potentiel romanesque de la banlieue parce que c'est un espace qui est très dévalorisé en France. C'est un peu l'image, c'est que ce soit une banlieue riche ou pas riche, agréable ou pas agréable, c'est toujours le lieu où on habite parce que pour une raison ou une autre, on peut vivre ni à la ville ni à la campagne. Donc voilà, le moyen terme, c'est la banlieue, alors qu'aux États-Unis, par exemple, c'est un espace hyper désirable. On travaille à la ville et on a sa belle maison dans un cadre verdoyant avec des gens bien nés tout autour de soi. Enfin, c'est le fantasme en tout cas. Et sans doute, c'est une des raisons pour lesquelles la banlieue est tellement, et les espaces périphériques sont tellement exploités dans la mythologie, la fiction américaine, et si peu ici. Mais c'est vrai, moi j'étais, à vrai dire, poussée vers la banlieue exactement pour les raisons qui décrit, c'est que je suis née à Paris, dans un quartier populaire. Maintenant, alors que j'ai un train de vie supérieur, un revenu supérieur à ce qu'était celui de mes parents à l'époque, j'ai plus du tout les moyens de vivre dans le quartier où je suis née à cause de la gentrification. Donc, je suis allée chercher des espaces populaires à l'extérieur. Et c'est vrai que j'étais vite happée par ces zones intermédiaires qui sont en recomposition constante. Souvent, c'est des banlieues qui étaient avant rurales et puis qui sont devenues ouvrières. Et puis, il y a quand même un phénomène de gentrification qui gagne maintenant les banlieues. Donc, c'est une espèce de patchwork de plein de trucs en même temps. Et ça m'avait beaucoup plu. Donc je me suis dit, oui, c'est des zones intermédiaires où il se passe encore quelque chose, alors qu'en effet, Paris, c'est complètement figé dans le patrimoine, et en fait, il y a de la place pour les cadres, les gens qui travaillent dans les banques, et puis les touristes, et puis les magasins de luxe. Donc, pour la création, c'est finalement pas très très intéressant. C'était le rapport aussi aux séries et au cinéma par rapport à la banlieue. Ce qui est intéressant dès l'ouverture de Monument national, c'est que vous avez un rapport comme ça extrêmement cinématographique par rapport à la place du lecteur qui est quasiment un spectateur, puisqu'il observe de loin ce très beau château dans lequel habite Serge Langlois. Voici comment débute Monument national. Les curieux nous visitent encore de loin en loin. À travers les grilles hérissées de flèches à pointe d'or, ils glissent leurs appareils pour immortaliser la façade jaune et lisse
du petit salon où les observants se recueillirent, échangeaient les sourires et les larmes devant la dernière demeure d'une gloire nationale, figure du patrimoine français. Leurs commentaires nous parviennent par le micro de la caméra de surveillance. Tous s'étonnent que notre château soit si mal entretenu. Ils savent pourtant que nous n'avons pas les moyens de tronçonner les ronces, de rafistoler les murs. Les curieux disent encore que nous étions bien chanceux, nous qui avons été élevés ici. C'est un grand malheur de voir ce que nous sommes devenus. Est-ce que le fait aussi comme point de départ, est-ce que ça peut aussi être lié presque à la position du lecteur ou du spectateur par rapport à un endroit qu'il va voir de loin, puisqu'on a vraiment un regard on a le regard de ces personnages qu'on ne connaît pas encore qui habitent à l'intérieur, et nous, on est pour l'instant à la lisière, et au fur et à mesure, la page comme une caméra va zoomer au fur et à mesure et va rentrer à l'intérieur du château. Oui, ça c'est pas un procédé que j'ai trop expérimenté avant, mais souvent, avant de démarrer vraiment l'écriture d'un roman, il y a un dispositif qui s'impose. Et en l'occurrence, enfin un dispositif, une espèce de forme narrative. Et tant que j'ai pas ça, j'arrive pas tellement à démarrer. Et là, j'avais l'idée que quasiment tout le livre sera un flashback. Que la première image, ce serait ce château tombant en ruine ou quasi, où visiblement il s'est passé quelque chose de dramatique, et tout le livre allait expliquer ce qui s'était passé pour revenir quasiment à la même phrase et continuer encore un tout petit peu. Donc oui, il y a cette image de l'extérieur et puis petit à petit on rentre dans le château. Je me dis que cette image, elle s'est peut-être imposée parce que le roman il tourne beaucoup autour de la question de la célébrité, l'image de la personne pour le public, l'image de ces personnes qu'on croit connaître parce qu'on les a tellement vues dans les journaux, et voilà, dont on se fait une idée, mais simplement par l'apparence. Ça, c'est un truc qui peut-être revient dans d'autres romans, cette idée de la traversée des apparences. Qu'est-ce qui transparaît de l'intérieur à l'extérieur, qu'est-ce qui relie notre personnalité sociale à notre personnalité intime. Finalement, ce zoom, il matérialise ça, en fait. Je le disais aussi au début, vous avez un art comme ça de jouer et de vous jouer des genres romanesques. Étant édité aux éditions de Minuit, on pense notamment à Jean Echenoz, qui avait démarré aussi avec le polar, enfin un polar type très échenosien, où voilà, on a l'impression de saisir quelque chose, puis finalement ça se passe ailleurs. On va l'entendre nous parler de la manière dont un roman débute. De quoi part un roman, il va nous le dire, Jean Echenoz, selon lui. Jean Echenoz, dans cette idée de moteur, c'est aussi le mouvement et la rencontre aussi de deux univers, de deux manières de voir. Et ce qui me frappe dans votre écriture, c'est qu'on sent qu'il y a toujours un plaisir de faire se rencontrer des écritures ou des univers différents. Dans l'avant-dernier, Propriété privée, on pense par exemple à Hitchcock, on peut penser à Fenêtre sur cour, mais on peut penser aussi aux séries comme Desperate Housewives, c'est-à-dire qu'il y a un plaisir comme ça, et dans le dernier aussi, parce que c'est des romans qui sont aussi aux éditions de Minuit, avec l'histoire qu'a les éditions de Minuit, de faire se coïncider aussi, par exemple, une comédie sociale avec d'un coup la venue des époux Macron. Est-ce qu'il y a un plaisir comme ça conscient de faire se rencontrer dans un mouvement qui peut être différent, des univers comme ça qui vont faire roman, qui vont faire romanesque? Bah oui, il faut du contraste. Enfin, s'il n'y a pas de contraste, il ne va pas se passer grand-chose. J'ai du mal à l'imaginer. Enfin, voilà, il faut une situation et puis quelque chose qui va venir contrecarrer la situation. Je pense que les scénaristes ont théorisé ça. Il faut absolument du conflit. Alors je trouve que ça c'est un peu réducteur. Il faut que le personnage bute sur un nœud qui va faire conflit. Conflit, j'en sais rien, mais je préfère l'idée de contraste. Et sur la question du genre, ben, c'est vrai que les deux derniers livres qui fonctionnent un peu ensemble reposent sur des univers très connotés. Enfin,
finalement, le propriété privée, ça se passe dans un écoquartier très classe moyenne. Ça, c'est hyper connoté, en effet, du côté des séries américaines. Et même, il y a quand même des tentatives ici, mais voilà, de ces espaces où tout a l'air tellement merveilleux de l'extérieur et tellement cauchemardesque de l'intérieur. Il y a un plaisir à faire briller les façades si harmonieuses. Et le dernier, donc Monument National, là, il s'agissait de réunir dans ce beau château une population extrêmement diverse, composée schématiquement des maîtres et des serviteurs, des patrons et des domestiques. Et je me suis rendu compte, ayant eu cette idée, que finalement, je n'avais pas du tout eu cette idée. Cette idée, elle vient de super loin. Alors, elle vient récemment, il y a plein de séries qui ont mis en scène ça. Les Anglais, ils sont très spécialistes de ça. Il y a eu cette série qui s'appelle Downton Abbey, qui est très bien faite, où on voit dans le grand manoir les rapports entre l'aristocratie et l'armée de serviteurs. Je pense au film qui a eu la palme d'or, film coréen, j'oublie le nom du réalisateur, Parasite, où là aussi c'est un domestique en conflit avec les patrons de la maison, une maison très contemporaine. Et puis il y a plein de... Enfin, la comédie classique, ça repose là-dessus, sur les rapports, finalement des rapports de classe entre le valet qui va stimuler son maître, qui serait sinon bien assoupi. Finalement, c'est à la fois contemporain et puis ça repose sur des ressorts qui sont éprouvés depuis longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces rapports de classe, on ne finit pas de réinventer les manières de les traiter sur le mode aussi de la comédie, qui n'exclut pas d'ailleurs une partie sérieuse du tout, à mon sens. On parlait aussi de la manière dont vous jouez avec les genres romanesques. On pense notamment à celui du polar, qu'on trouvait dès le départ avec Viviane et Elisabeth Fauville, un polar qui n'en a pas l'air et finalement qui s'amuse aussi avec le lecteur à nous promener vers des faux semblants. Et ça fait penser en arrière-fond, même si ce n'est pas une influence primaire, mais à Agatha Christie, que vous avez lu, je pense, 6e, 5e, et qui était un peu notre naissance à une littérature comme ça plus moderne, à une littérature telle qu'elle. On va entendre, non pas alors la voix d'Agatha Christie qui existe, mais un critique parlait aussi de ce rapport, quand on écrit du polar et du roman policier, à ce qu'on dévoile et à ce qu'on laisse comme ça en suspens. Permis, quand vous découvrez Agatha Christie jeune et ensuite quand vous mettez aussi à écrire des romans, est-ce qu'il y a l'idée aussi de ce plaisir aussi de donner à croire au lecteur qu'il sait alors que finalement il ne sait pas tout, et cette idée aussi que tous les coups sont permis, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut. Ouais, alors on fait ce qu'on veut, mais il faut que le lecteur marche quand même, marche un minimum, donc on est soi-même très contraint. Pendant que j'écrivais ce livre, j'ai relu Agatha Christie, que je n'avais en effet pas relu depuis la 6e, 5e, et pour moi ça a été un éblouissement. J'étais fascinée par cette construction que je trouvais absolument géniale et miraculeuse. Et je me suis rendu compte à quel point ça avait été important pour moi, parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment commencé à écrire, j'ai tâtonné pendant hyper longtemps, et j'ai pas réussi à m'y mettre vraiment avant de revenir à quelque chose qui ressemblait un peu au polar. Alors pendant longtemps, je pensais qu'il fallait écrire de la littérature, ça passait nécessairement par des choses grandioses, peut-être des idées abstraites. Enfin voilà, j'étais très, très égarée. Et finalement, je pense qu'il faut faire confiance à ces intuitions de très grande jeunesse, où finalement, qu'est-ce qui nous a amené à la littérature? Il y a quelque chose, même si ce n'est pas un genre noble, il y a quelque chose qui nous a happé là-dedans. Et ouais, donc quand j'ai relu Agatha Christie, j'ai eu deux révélations. J'avais à peu près le même plaisir à lire Le meurtre de Rosemary Croy, par exemple, mais je me suis rendu compte que c'est pas du tout une styliste. Elle est vraiment, la phrase est finalement très pauvre, et d'ailleurs elle était d'une modestie incroyable. Enfin, elle même ne se prétendait pas romancière, elle disait non, mais c'est mes petits trucs, là, alors que ça se vendait partout dans le monde, à des millions et des millions d'exemplaires.
Et elle était vraiment elle assumait visiblement les difficultés. C'est vrai que la phrase elle est très pauvre, il y a plein de répétitions en anglais, je vais aller voir la version originale. C'est voilà, des phrases qui sont extrêmement claires et sans mystère, quasiment pas de métaphore ou de rien d'alambiqué. Par contre, il y a une construction à chaque fois qui est quasiment mathématique. Et j'ai lu avec intérêt justement après qu'elle avait un don pour l'arithmétique, je sais pas, le calcul, les échecs. Et c'était vraiment là qu'elle était douée, finalement, pas du tout dans la littérature qui n'était pas enfin, je ne pense pas qu'elle était spécialement érudite, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la construction abstraite, mathématique, et qui transparaît dans ces intrigues, qui sont en effet souvent pas complètement vraisemblables. C'est assez vraisemblable, mais quand on regarde dans les détails, il faut vraiment être de bonne volonté pour y croire. Et ouais, j'ai eu le sentiment que c'était plus un jeu d'échecs qu'un livre qui cherchait la littérature, mais finalement ça offre un système narratif qui est hyper riche. Parce que par contre, il y a des observations sociales, sociologiques, et il y a aussi des observations légèrement psychanalytiques. C'était l'époque, les années 30, enfin je pense que Freud venait d'arriver en Angleterre. Donc il y a des choses assez étonnantes, des observations assez étonnantes, mais elle a surtout, finalement, elle a fourni un canevas extraordinaire aux auteurs qui sont venus après. Et l'idée aussi, parce que le critique citait Pierre Bayard, je crois qu'il s'est amusé à dire que si on relit correctement, alors je ne sais plus si c'était le meurtre de Roger Ackroyd, finalement le criminel c'est pas du tout celui désigné par Agatha Christie, c'est un autre. Ce qui place vraiment le lecteur dans une part extrêmement active. Alors je ne sais plus si c'était avec celui-là ou le chien de Baskerville. Enfin, il en a fait plusieurs et il s'est dit que si on lit vraiment attentivement, non, elle s'est complètement trompée. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement le lecteur est des fois pratiquement aussi, voire plus actif encore que le romancier ou la romancière, quoi. Ça fait partie du plaisir, c'est-à-dire que quand on a lu un ou deux Agatha Christie, on passe son temps à se dire je vais trouver qui est le criminel. Et c'est vrai, quand on a compris le système, on finit par deviner, et donc le plaisir c'est de voir si on a gagné à la fin, quoi. Et ce qu'il y a chez vous, ce qu'on a évidemment, moi chez Agatha Christie, c'est le plaisir de la phrase, la manière dont vous allez la faire sonner, et surtout un emploi on va dire construit sur les pronoms personnels. Je crois que notamment le pronom « je », vous avez mis du temps finalement à le saisir, à l'adopter, puisqu'il y a tout un jeu dans Viviane et Isabelle Fauville sur le tu et le vous, un jeu qu'on retrouve pleinement dans Propriété privée, on évoquait Agatha Christie, avec cette première phrase « J'ai pensé que ce serait une erreur de tuer le chat, en général et en particulier. Quand tu m'as parlé de ton projet pour son cadavre, c'était avril déjà, 6 mois que nous avions emménagé. Les maisons neuves rutilaient sous le soleil mouillé, les panneaux solaires scintillaient sur les toits et le gazon poussait dru des deux côtés de l'impasse. Tu m'avais accompagné à l'extérieur pendant que je rempotais les soucis sous la fenêtre de la cuisine. Les feuilles s'ébattaient entre mes mains gantées et parmi elles, les bourgeons gonflés à bloc, prêts à éclater sous la puissance des fleurs. Comment vous avez travaillé, comment est venu ce rapport au pronom personnel et notamment ce rapport au jeu? Pourquoi vous avez mis finalement un peu plus de temps pour le saisir et quel plaisir ça vous a procuré d'un coup de vous dire je peux écrire aussi avec jeu, faire que le personnage dise je? Ouais, les deux derniers livres ils sont écrits à la première personne. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé au départ, parce que pour moi, le jeu, c'était nécessairement l'autobiographie, le journal intime ou l'autofiction. Et alors ça, c'est des choses dont je veux surtout me démarquer. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'après tout, je peux avoir plaisir à lire des livres qui relèvent de l'autofiction. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais si ça veut dire un jeu entre ce qu'on a vraiment vécu et l'imaginaire. Et alors moi, vraiment pas. Moi, je veux vraiment... Bien sûr qu'il y a des choses personnelles dans tous les livres, et plus c'est rocambolesque, peut-être plus c'est personnel parfois, mais j'aime pas ce jeu
où les limites sont floues. Enfin, pour moi, l'espace du livre, il est protégé par la fiction, et ça, j'y tiens beaucoup. Donc je pensais que je, c'était pas possible, et j'avais malheureusement aussi un problème avec il et elle. La troisième personne, pour moi, c'est terriblement désincarné. J'ai l'impression de voir des mannequins dans une vitrine, mais en aucun cas des personnages. Je ne peux pas m'approprier des personnages, faire agir des personnages à la troisième personne. Alors c'est curieux parce que c'est vraiment la personne, c'est la personne du roman, enfin les grands romans, ils sont tous écrits à la troisième personne. Et bon, bah, j'ai tâtonné comme ça, j'ai essayé différents trucs, et puis finalement je me suis rendu compte que mais non, le jeu c'est la personne de l'acteur qui endosse un rôle, on vient première question, finalement on peut dire jeu, et ça fait quelqu'un d'autre, n'importe lequel de ces personnages. Et finalement, oui, ça me procure beaucoup de plaisir. Je suis en train de me demander ce que je suis en train de faire maintenant. Ben non, mais parce que c'est ce qui est. Pardon, je vais à un aparté, mais quand on parle d'un livre, en fait, on parle toujours du livre qui vient de sortir, du projet qui est fini, et donc ça veut dire qu'on a soi-même en tête le livre suivant, qui est une espèce de magma informe à cette heure. Donc j'étais en train de me poser la question par rapport au pronom personnel. Ouais, je crois que je suis un peu dans l'idée de réinsister avec la troisième personne, parce qu'il y a quelque chose qui résiste, et je me dis, mais pourquoi j'y arrive pas? Peut-être qu'il y a moyen de faire avec. En tout cas, le pronom personnel, c'est une question de distance par rapport à son objet de travail, par rapport à ses personnages, comment on se place par rapport à la situation. C'est pas du tout innocent ou secondaire. Enfin, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de quel rapport j'entretiens avec mes personnages, quelle est la bonne distance, parce que sinon, j'ai lis des trucs parfois où il y a des jeux avec les pronoms personnels, bah souvent ça marche, mais souvent ça marche pas. Et si ça ressemble à un exercice de style, finalement c'est dommage, parce qu'on gagne, enfin, on perd en naturel, on gagne en artificialité. Vous parlez de vos personnages, ce qui est décisif chez vous, et le premier sur la couverture avec ces trois mentions, Viviane, Elisabeth, Fauvix, les noms des personnages. Je parlais donc dans le dernier Monument National, on a Serge Langlois en référence au directeur de la Cinémathèque Henri Langlois, et on a le pendant populaire qui est Sandrine Barou. Et dans le Triangle d'hiver, votre deuxième roman, on a, ce qui est intéressant, une référence en lien avec votre personnage à Éric Rohmer. Et alors on va entendre comment Rohmer, il est arrivé à utiliser et à trouver le nom de ses personnages, souvent en lien avec ses acteurs et ses actrices. On va entendre Éric Rohmer. Rohmer parlait au début de Pauline, c'est Pauline à la plage. Là, Rohmer dit que quand il pense aussi à une actrice ou à un acteur, il va penser directement au personnage, et que c'est un peu les acteurs ou les actrices qui le guident pour le personnage. Pour un romancier ou une romancière, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a aussi ce désir, comme le metteur en scène, d'associer une sorte de personnage à un acteur ou à une actrice connue, ou alors que le personnage prenne vie et s'impose à vous par son nom et par son prénom? C'est très composite un personnage, hein. C'est vraiment, je pense qu'il faut... Moi j'ai des références dans la vie réelle, alors ça peut être des... C'est jamais une personne que je connais, mais ça va assembler des traits de caractère, des traits physiques de gens, mais parfois que j'ai entreaperçus et qui évoquent quelque chose qui ne leur ressemble peut-être absolument pas. Ça va être un mélange de ça, un mélange de projection même, et puis des figures connues, ouais, parce que on peut se les approprier facilement. Donc tout ça, je dirais, c'est les éléments qui sont prélevés dans la réalité, mais retravaillés au prisme de la sensibilité de chacun. Et puis après, on les habille comme une costumière, une accessoiriste, et le nom, ça fait partie des accessoires. Donc le nom, évidemment, il n'est pas du tout anodin, parfois c'est facile, parfois c'est très long. D'ailleurs, j'étais un peu étonnée qu'Ariel Dombal se soit choisi le prénom Marion,
mais en même temps, si Robert lui proposait Brigitte, ça paraissait plutôt pas mal. Oui, le nom, est-ce qu'il convient au personnage? Et parfois c'est plutôt pour les personnages secondaires, mais il m'arrive d'en changer tout à la fin parce que j'étais pas contente tout du long, mais j'avais pas trouvé de solution et puis c'était pas le plus urgent, donc je l'ai affublé d'un nom et à la fin il faut réviser tout ça. Par contre, les personnages principaux, ils ne peuvent pas changer de nom en cours de route parce qu'ils se développent avec le nom qu'on leur donnait. Et dans ce que Robert disait, est-ce que c'est l'intrigue ou l'histoire qui est première, ou est-ce que c'est le personnage, ou est-ce que c'est la rencontre des deux? C'est toujours le personnage dans une situation, mais l'intrigue, elle se développe. Moi, je n'ai pas du tout d'idée de scénario. Parfois, je me dis que je devrais en faire parce que ça me faciliterait la tâche de tâtonner jusqu'à ce que ça fonctionne à peu près. Mais non, vraiment, le développement de l'intrigue, pour moi, en tant que tel, c'est totalement artificiel et ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas de plaisir d'écriture là-dedans. Ou alors je peux avoir un plaisir en écrivant à deux, d'échanger des idées sur quelque chose qui ressemblerait à un scénario, ça peut m'intéresser, mais dans le plaisir solitaire de l'écriture de romans, c'est vraiment la chair du personnage qui se développe de jour en jour dans des situations qui sont imaginaires, mais pas tant que ça, parce que là aussi, il s'agit de prélever des éléments dans le réel. Ouais, donc c'est toujours alors, le personnage, il n'existe pas totalement indépendamment d'une situation. Là, on revient à l'histoire de conflit ou de contraste, ou de deux idées qui s'entrechoquent. L'intrigue, en tout cas, est secondaire. Il y a aussi, toujours dans ces 5 romans, un travail comme ça sur l'indécision, sur ces moments aussi de flottement. On l'avait dès le départ, dès le premier roman avec Viviane Elisabeth Fauville, et forcément on pense à une autrice comme Nathalie Sarraute, aussi dans la mythologie aussi du nouveau roman et des éditions de Minuit. Elle a un très beau texte qui s'appelle Entre la vie et la mort, c'est-à-dire entre le fait d'essayer de faire surgir un texte et le fait que ça ne marche pas, donc c'est la mort du texte. On va l'entendre parler justement de ce rapport qu'elle a aux mots et au langage extrêmement décisif. Et je crois savoir que depuis le 3e, il y a quelque chose aussi qui s'est un peu libéré. Les 2 premiers, lors du processus d'écriture, c'était plus compliqué, qu'à partir de Sigma, est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui s'est libéré et processus dans lequel vous êtes moins justement dans cette sorte de tension entre la vie et la mort du texte, où quelque chose est plus, je ne sais pas si c'est plus rassurant, mais il y a une dynamique comme ça qui est plus jubilatoire dans le processus d'écriture même. Ouais, la vie et la mort du texte, c'est évidemment des mots très dramatiques, mais c'est... Ouais, il me semble que ce qu'on cherche en permanence à atteindre, c'est cette crête où le langage est suffisamment travaillé, mais pas artificiel, donc cette forme d'artificialité qui paraît encore naturelle et coulée de source, et qui donne l'impression que les phrases s'enchaînent avec évidence. Mais évidemment, ça résulte d'écriture, de réécriture, surtout. Enfin, je réécris plus que je n'écris. Mais pour revenir à votre question, oui, sur la partie, le plaisir que je prends à écrire, je pense qu'à partir du 3e livre, je me suis dégagée en partie de l'angoisse une grande partie de l'angoisse de la publication, parce que le premier livre, c'est le plus terrible. Est-ce que je vais trouver un éditeur? Parce que là, il ne s'agissait plus d'écrire pour moi ou d'écrire des tentatives, un projet qui peut-être trouverait sa place ou pas. J'étais arrivée à un point où je voulais réellement publier et j'espérais fortement publier aux éditions de Minuit. Donc il y avait un enjeu qui était très très fort et une pression qui était aussi extrêmement forte. Et finalement, ça s'est passé exactement comme dans les fantasmes les plus fous. Mais alors là, j'ai découvert que vous avez à peine publié un premier roman, qu'il y avait des arbres charitables qui viennent de dire ah ouais, le premier roman c'est bien, mais plus dur c'est le deuxième. Parce que, et alors là, il y a même des gens qui arrivent, qui vous donnent des statistiques, 60% des personnes qui publient un premier roman n'en publient pas un second. Voilà, donc j'étais pas encore au bout de mes peines,
il fallait arriver à publier un deuxième livre, et là, peut-être que je serais débarrassée d'une partie de cette angoisse. Et c'est vrai que ça s'est réellement produit. Je me suis dit, bon, bah là, c'est pas que j'étais tranquille, hein. On n'est pas tranquille quand on écrit un livre, il ne me semble pas. Mais je me suis dit, bon, il y a un éditeur qui a pris mes 2 livres, qui fait confiance, qui attend le suivant. Donc peut-être que c'est possible de prendre un peu plus de plaisir à écrire, même si la dominante, c'est quand même le travail. Hein. C'est qu'il faut s'y mettre tous les matins et puis remettre en question tout ce qu'on a fait la veille, et puis l'après-midi remettre en question ce qu'on a fait le matin. Donc c'est pas une partie de campagne, hein. Mais il faut quand même que ça soit une activité un minimum agréable, sinon c'est uniquement pour la postérité, et voilà, j'y crois pas trop, la postérité. En tout cas, c'est pas un moteur très important. Le fait que la boucle, d'une certaine manière, en revenant à Viviane Elisabeth Fauville, le fait que le roman s'ouvrait sur une citation de Beckett, dont Jérôme Lindon disait que c'était le fondateur des éditions de Minuit, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de côté presque mise en abîme, presque un peu vache-qui-rit, c'est-à-dire que je publie aux éditions de Minuit et j'ouvre avant même mes mots à moi sur ceux de Beckett avec cet extrait de l'Innommable. Oui, alors ça c'était pas du tout, c'était pas un plan ou un projet. J'avais écrit le livre dans sa quasi-totalité, et je suis tombée sur cette citation qui coïncidait merveilleusement avec le personnage principal. Je ne crois pas que la citation n'était pas dans le manuscrit que... Oui, non, je me souviens. La citation n'était pas dans le manuscrit que j'ai envoyé aux éditions Minuit, donc c'était pas de la flagornerie. Mais il s'est passé 1 an entre le moment où le manuscrit a été accepté et le moment où il a été publié. Et j'ai proposé de... D'ailleurs, j'étais vraiment petit livre, je trouvais ça gonflé. J'ai demandé à Irène Lindon, qui dirigeait les éditions de Minuit, si je pouvais mettre en exergue une citation de Beckett. Elle m'a dit oui, excellente idée. Mais moi, je me disais, non. Mais c'est vrai, elle fonctionne bien, cette citation. Elle est très belle, très énigmatique. Je suis, depuis que je suis, ici, mes apparitions ailleurs ayant été assurées par des tiers. Ben oui, ça collait au personnage qui est complètement diffracté, qui est une espèce de trouble de la personnalité. Et l'Innommable, on sentait que ça rejoignait cette idée, cette voix qui sort de nulle part et qui essaie de se rassembler, ou qui n'essaye pas d'ailleurs, qui est une voix à la fois très singulière et très multiple. Et je me suis dit, finalement, c'était une manière de finir de signer le livre et de boucler la boucle, mais c'est advenu un petit peu par accident. Dernière question, ce qui est aussi assez jubilatoire quand on vous lit, c'est on se rend compte qu'il y a presque autant de lecteurs et de lectrices qu'il y a de lecture aussi de vos romans, dans l'idée aussi qu'on pense que ça va nous amener quelque part, puis finalement on va ailleurs, avec aussi le plaisir qu'on a presque aussi à vous relire, c'est-à-dire que dès le premier, on l'a avec Monument National, il y a quelque chose qui est posé et finalement il faut regarder ailleurs. Est-ce que les retours de lecteurs et lectrices vous étonnent et sont riches et diversifiés? Oui, alors il y a quand même je repère des constantes de livre en livre, c'est que les personnages peuvent mettre mal à l'aise, surtout les personnages féminins, et oui, il y a parfois les femmes plutôt peinent à s'identifier, ne souhaitent pas s'identifier au personnage principal, qui est souvent, oui c'est vrai, dans un moment de crise et pas forcément présenté sous ses aspects les plus agréables. Et ça me surprend toujours. Je l'entends, hein, je comprends que les personnages peuvent apparaître par certains côtés abrasifs, voire antipathiques, mais moi je les aime tous bien en fait. Et puis je vois pas pourquoi on devrait absolument présenter un personnage sous son meilleur jour. Après je comprends qu'on ait besoin de douceur dans cette vie, hein, moi aussi. Mais moi, j'ai l'impression que si j'arrive
à aimer un personnage antipathique, il est d'autant plus aimable. C'est comme si je rajoutais une couche de difficulté. Oui, je peux concevoir que ce soit un cas pour tout le monde. Merci beaucoup, Julie Adec. Merci à vous. Et merci pour tous ces extraits